Merci à tous d'avoir rejoint ce webinaire qui va traiter du sujet de la communication des entreprises sur la notion de neutralité carbone. Le terme de neutralité carbone est de plus en plus utilisé par les entreprises comme par les investisseurs ou encore les organisations publiques. Et face à ce constat, nous avons voulu comprendre ce que ce terme pouvait désigner, comment il est utilisé par les organisations, le cadre juridique qui a émergé autour de ce concept, et enfin, quelles limites le recours à son utilisation comporte-t-il. Donc pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Valérie Martin, chef du service mobilisation citoyenne et médias de l'ADEME, Clara Gonzalez, juriste chez Greenpeace, et Edina Iftisen, chargée de campagne pétrole et gaz chez Greenpeace, qui parlait de leurs travaux respectifs sur le sujet. Donc Valérie évoquera l'avis d'experts de l'ADEME autour de la communication sur la neutralité carbone et commentera les articles et décrets de la loi climat et résilience relatifs à ce sujet. Clara nous parlera des dérives possibles de la communication sur la neutralité carbone avec le cas de l'assignation en justice de l'entreprise Total Energy pour pratiques commerciales trompeuses. Et enfin, Edina reviendra plus largement sur les travaux de Greenpeace sur le secteur oil and gas. Et enfin, on consacrera un temps aux questions et réponses. Merci beaucoup à tous. Sans plus attendre, je passe la parole donc à Valérie pour la première présentation à l'ADEME. Bonjour à tous. Alors, bien évidemment, c'est à ce moment-là que ça ne marche plus, mais ce n'est pas grave, on va bien trouver une solution. Voilà, donc je me présente, Valérie Martin, je suis le chef du service mobilisation citoyenne et médias à l'ADEME. Nous avons lancé en quelle année ? En juillet 2021. Voilà, pardon, je ne sais pas. Je ne peux pas vous transmettre ma présentation. Ne bougez pas une petite seconde, ça marchait il y a une minute. Non. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez. Voilà. On a lancé au printemps 2021 un groupe de travail de façon à pouvoir étudier cette question après la publication en juillet 2021 également d'un avis de l'ADEME sur la neutralité carbone. Ces deux avis, vous les retrouverez dans la librairie de l'ADEME, n'hésitez pas à aller les consulter. Je donnerai tous les liens à Marie pour que vous puissiez regarder tout ça. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une multiplication des allégations et des affirmations de neutralité carbone, et il nous paraissait que c'était un véritable sujet sensible pour lequel il y avait besoin que l'ADEME exprime un certain nombre de recommandations. Pour faire le parallèle, on s'est rendu compte également qu'il y avait également aussi une augmentation du nombre d'expressions et du nombre d'actions contre le greenwashing. Et tout ça, ça doit se voir ensemble pour que l'on puisse bien en discuter. Je vous ai remis ici les principaux signes de greenwashing qui sont à éviter, mais que l'on constate sans cesse aujourd'hui, que ce soit de la banalisation de comportements négatifs ou de dénigrement de comportements positifs, des promesses mensongères, des absences de preuves ou des messages peu clairs ou des éléments naturels que l'on va pouvoir retrouver moult et moult fois et qui donnent des représentations qui sont tout sauf réelles, réalistes et sincères. Aujourd'hui, cependant, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'actions, notamment d'ONG, c'est le cas de Greenpeace, mais aussi de collectifs de citoyens, on va citer par exemple le Réveil écologique, qui luttent, en plus des organisations comme la mienne ou des pionniers qui se sont déjà engagés dans la lutte contre l'éco-blanchiment et qui n'hésitent pas à les dénoncer devant le jury de déontologie publicitaire. Je vous ai mis 3 exemples sur lesquels vous pouvez regarder, celle de EasyJet, nous ne donnons pas de leçons, nous compensons nos émissions. Cette plainte s'est avérée fondée et le 4 janvier 2022, elle a été notamment condamnée par le JDP. Voilà, et des allégations, livraison sans émission carbone, là également une affirmation qui est loin d'être réaliste. Et vous remarquerez que ce n'est pas simplement sur des publicités
j'allais dire, télévisuels ou des canaux habituels, mais également sur un certain nombre de véhicules. Un point important à remarquer. Ce qu'il faut également se dire, c'est que, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les risques pour les entreprises sont de plus en plus réels, on y reviendra tout à l'heure, avec non seulement une atteinte à la notoriété, les questions de name and shame, mais ensuite des actions en justice pour pratiques commerciales trompeuses, et c'est ce que permet aujourd'hui notamment la loi climat et résilience. Bref, tout ça pour dire que ces questions de greenwashing, et on va revenir sur la question des allégations de neutralité carbone, elles induisent chez les citoyens, avant tout, des représentations trompeuses dans nos imaginaires, et elles vont juste alors que la publicité pourrait aussi peut-être, sous certaines conditions, participer à justement l'avènement d'une autre société plus compatible avec les exigences de la neutralité carbone à l'horizon 2050, comme le veut l'accord de Paris. Alors, sur les allégations carbone, l'accord de Paris, il était clair. La neutralité carbone, ça se définit comment? C'est le fait de séquestrer autant de carbone que nous en émettons pour stabiliser son niveau de concentration dans l'effet de serre. Et à partir de ce moment-là, la question de la neutralité carbone ne peut être appréhendée qu'à l'échelle de la planète et elle ne peut être en aucun cas appréhendée à l'échelle des entreprises, des collectivités, des produits, des services. Et ça, c'est absolument indispensable de le noter. Soit c'est au niveau des États, soit c'est au niveau, bien sûr, planétaire, mais en aucun cas à un niveau inférieur. Or, avec ces arguments de neutralité carbone qui se multiplient, on voit bien aujourd'hui que tout ça n'est absolument pas mis en avant et n'est absolument pas, respecté. Le terme de neutralité carbone, je vous disais, il est en train il est en train de fleurir. On en voit tout un tas d'exemples. Je vous ai montré très rapidement EasyJet. Je vous raconterai aussi un certain nombre d'exemples où on voit apparaître écologique, neutralité carbone. On voit des produits neutres en carbone. On voit des choses qui s'affichent également sur, par exemple, des stations à essence, carburant certifié neutre en carbone, carbone compensé 24 heures sur 24, ou neutre en carbone pour préserver la planète. On compense 100% des émissions de CO2 générées par nos vents. Bref, tout ça n'est pas très sérieux et cette allégation est particulièrement problématique pour plusieurs raisons. Donc, par définition, le terme de neutralité va induire le public en erreur. D'abord parce qu'elle va laisser penser que le territoire, l'entreprise, le produit, le service ne contribue pas au changement climatique. Deuxièmement, elle va en quelque sorte gommer un inconfort psychologique qui pourrait ainsi faire croire que c'est pas très grave si on continue son comportement tel qu'il est aujourd'hui, puisque c'est pas la peine de se préoccuper des impacts ni de réfléchir à d'autres options publiques possibles, puisque c'est neutre en carbone. Et puis, enfin, elle suggère à tort, et c'est là un des points majeurs de l'opération, que ce n'est pas la peine, que c'est facile de lutter contre le changement climatique sans réduire fortement les émissions et sans changer les comportements individuels et collectifs. Or, on le sait tous, sans réduction drastique de nos émissions, eh bien, on ne pourra pas atteindre cette fameuse neutralité carbone. Je pense qu'il est aussi intéressant de revenir à la définition même du terme de neutralité. Dans la définition de Larousse, on lit et aussi à la définition qui est associée avec la question de la compensation. Compenser, c'est équilibrer en effet par un autre, neutraliser un inconvénient, un préjudice par un avantage. Or, l'approche de la neutralité carbone, elle va reposer sur une idée reçue qui est trompeuse, à savoir qu'une tonne émise serait égale à une tonne compensée. Et ça, c'est absolument pas possible, c'est faux. D'une part parce qu'il y a des histoires de temporalité différente. Le moment de l'émission de la tonne de CO2 n'est pas le moment où la tonne compensée va permettre de compenser, entre guillemets, les émissions. Donc, cette idée qu'une tonne émise égale une tonne compensée est fausse.
Par ailleurs, ce terme va recouvrir des pratiques très différentes, puisque selon les projets de compensation dans lesquels on va investir, on va voir que derrière ces projets, on va avoir des réalités fort différentes. Par exemple, certains vont acheter des crédits de carbone en provenance assez indéterminée, dont l'objectif est avant tout une rentabilité maximale à court terme, et on ne se préoccupe pas du tout de l'impact sur les populations et sur la biodiversité. En revanche, d'autres projets sont vraiment très intéressants, puisque ce sont des projets de développement bas carbone, de transition agroécologique, qui vont permettre de réduire les émissions et ou de séquestrer du carbone en lui garantissant des co-bénéfices à la fois environnementaux et à la fois sociaux, et c'est ça qui nous intéresse. Par ailleurs, ce terme de neutralité carbone, il nous pose un autre problème parce qu'il va empêcher les acteurs engagés de se différencier. Qu'est-ce que j'entends par des acteurs engagés? Des acteurs engagés dans une trajectoire de réduction forte de leurs émissions, puisqu'on utilise le même terme pour parler des acteurs qui sont des acteurs dits opportunistes et des acteurs qui sont des acteurs réellement engagés. Donc, plus qu'une possibilité de les différencier. Enfin, ce terme de neutralité carbone, ça freine la diffusion de récits mobilisateurs et inspirants, puisque là-dessus, ça peut donner l'impression qu'on réduit la question climatique à une histoire de comptabilité carbone. Et puis, par ailleurs, comme il y a neutre en carbone, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, après tout, pourquoi faire des efforts, puisque de toute façon, tout ça va être compensé miraculeusement. Et donc, vous voyez bien que ça génère un imaginaire trompeur dans la tête des citoyens. Alors, l'ADEME, quand elle a décidé de lancer cet avis d'experts, elle avait comme idée d'essayer de justement proposer un certain nombre de pistes pour pouvoir justement ne pas s'appuyer sur ce type d'allégation. Au-delà de le simple fait de dire il ne faut pas le faire, comment est-ce qu'il ne faut pas le faire? Voilà l'objet de cet avis. Je précise par ailleurs que c'est l'époque à laquelle il y avait également les discussions dans le cadre de la loi climat et résilience, dans le cadre de l'article 12, et dont les décrets d'application ont été publiés le 13 avril dernier. Alors, cette loi climat et résilience, et notamment son article 12, il est dédié à l'encadrement de l'utilisation de l'argument de neutralité carbone. Alors, 2 points importants, dans les publicités, mais également sur les emballages. Et ça, c'est un point qui est important pour nous, parce que cette question des emballages, on ne le lit pas toujours. Or, on voyait fleurir de plus en plus, par exemple, sur une eau minérale en bouteille que je ne citerai pas, l'eau XY est neutre en carbone, ce qui pose quand même qui est un peu surprenant. Cette loi climat et résilience, elle va encadrer l'utilisation, et ces 2 décrets d'application vont encadrer l'utilisation de l'allégation avec des modalités qui sont somme toute assez exigeantes, puisqu'elles posent un principe d'interdiction de ces allégations pour un produit ou un service, je précise bien pour un produit ou un service, mais elles prévoient d'y déroger dans des conditions qui sont très encadrées. D'abord, les entreprises vont devoir produire un bilan carbone du produit ou du service considéré. D'accord? Donc ça, c'est important, afin d'assurer la transparence vis-à-vis du public et de prévenir tout risque de greenwashing. Ensuite, l'annonceur va devoir préciser la démarche pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, elle va devoir également préciser les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre réalisées. J'ajoute que le bilan va devoir réalisé conformément aux exigences de la norme NFEN ISO 14067. Tout ça, mis bout à bout, fait déjà un certain nombre d'exigences qui sont assez importantes. Et qui plus est, il va falloir préciser pour la démarche les objectifs annuels de progrès quantifiés couvrant au moins les 10 années suivant la publication du rapport. Vous voyez bien qu'on n'est pas dans la simple déclaration. On aurait pu aller plus loin, certes. Néanmoins, aujourd'hui, on a des exigences qui sont assez fortes. Toutefois, l'ADEME, ce n'est pas pour autant qu'on a retiré notre avis d'expert. D'ailleurs, on vient de publier la dernière version ce matin même à 9h. Je vous invite à aller le regarder. Et on trouve que dans le cadre, il faut respecter la loi, mais qui plus est,
dans le cadre de nos missions, notamment dédiées à la lutte contre les fausses allégations environnementales, nous recommandons, et c'est une recommandation en tant qu'ADEME, de ne pas avoir recours à ce terme de produit ou service ou organisation neutre en carbone. En matière de recommandations, on a fait deux types de recommandations, des recommandations en communication institutionnelle et corporate. Il est important que là-dessus également, on soit très au clair. Les 3 points. 1, se défaire de l'approche purement arithmétique de la neutralité. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Une tonne émise, c'est différent d'une tonne compensée. Deuxièmement, c'est agir et communiquer de façon distincte et précise sur les différents leviers de contribution à la neutralité carbone de l'entreprise. Alors, il faut d'abord et avant tout réduire drastiquement les émissions directes et indirectes, jusqu'au scope 3, proposer des produits et services qui sont bas carbone et financer des projets certifiés de compensation. C'est ce storytelling-là qu'il va falloir mettre en musique et expliquer, et bien sûr, restituer l'ensemble dans la stratégie RSE de l'institution. Donc, bien évidemment, sont à bannir toute formulation du type territoire zéro carbone, ou notre marque est neutre en carbone, ou notre marque est 100% CO2 compensé, etc. En revanche, d'avoir un certain nombre d'expressions du type « mon entreprise est engagée pour la neutralité carbone collective » ou on met en avant une démarche, on est engagé dans une démarche de neutralité carbone, nous paraît tout à fait jouable. Il faut se détacher d'une vision qui soit une vision marketing et d'une comment ça s'appelle, d'une dimension purement communicante qui, elle, fait basculer dans le greenwashing pour aller vers des formulations qui vont être beaucoup plus justes, beaucoup plus sincères et qui expliqueront l'engagement de l'organisation en matière dans la lutte contre la neutralité carbone. Par exemple, Decathlon a fait des choses très intéressantes avec notre objectif de contribuer à la neutralité carbone, voilà, sans que ça puisse nuire en quoi que ce soit. Il décrit, il explique sa démarche et donc il garantit ainsi une transparence aux citoyens et aux consommateurs de façon à expliquer la démarche. On a des marques, les consommateurs n'attendent pas des marques parfaites, ils attendent en revanche de la sincérité et de la transparence qu'on peut leur offrir. Concernant les produits et services, alors là, en revanche, on préconise de ne pas se focaliser du tout sur la communication, sur cette prétendue neutralité du produit ou du service, mais là aussi de communiquer de façon plus juste, plus transparente et surtout plus proportionnée sur les impacts environnementaux du produit ou du service et surtout sur les efforts qui vont être réalisés pour les réduire. Et donc, ce qu'on encourage, bien évidemment, c'est la généralisation de l'information environnementale. Quelques petits exemples qu'il faut bien évidemment bannir. Bon, du style, notre produit est neutre en carbone, notre événement est neutre en carbone, notre festival est neutre en carbone, notre 100% carbone absorbé, oui, on a vu ça, ou empreinte carbone nulle, celle-là n'était pas mauvaise non plus, voilà, et tout autre produit, ah oui, celle-là aussi que j'aime beaucoup et sur laquelle un jour on reviendra, un produit acheté égale un arbre planté, celle-là est quand même assez boutue également. Et donc, on recommande plutôt de s'appuyer sur l'affichage environnemental. Il y a l'étiquette aujourd'hui énergie, il y a l'éco-score, il y a le futur affichage environnemental. Et puis, si on a envie d'apposer un claim marketing accompagné de précision sur sa communication produit, parce qu'on comprend tout à fait que cette dimension marketing est importante également, eh bien, on propose une pastille du style empreinte carbone moins X%, petit astérix, et puis dans l'astérix, par exemple, l'empreinte carbone associée à la conception et à la fabrication de notre produit a été réduite de X% en 3 ans. Pour en savoir plus, et on renvoie vers ce fameux site vers lequel, justement, la loi climat et résilience précise qu'il faudra mettre l'ensemble des informations. Là aussi, on voit bien qu'on a, par exemple, un certain nombre de produits. On peut citer le groupe L'Oréal, par exemple, pour ses shampoings doux
solide, où ils utilisent un outil qu'ils appellent l'outil SPOT, que l'on a expertisé côté ADEME, et qui est un outil d'analyse du cycle de vie du produit cosmétique et de ses impacts sociaux et environnementaux. Et donc, ils l'affichent directement sur leurs produits. Ça aussi, c'est un point qui est extrêmement positif. Ils ont beaucoup investi dans la méthodologie. Voilà. Après, tout le monde n'est pas classé en A. Néanmoins, ça donne un repère efficace aux consommateurs. Donc, en bref, ce qu'il faut retenir, les arguments de neutralité se multiplient. Ils peuvent tromper le public, freiner des changements de comportement et provoquer des phénomènes négatifs. Ça empêche de mettre en avant les acteurs qui sont engagés dans une démarche réelle, sincère et qui s'investissent réellement pour le climat. Leur utilisation va exposer les organisations à des risques de controverse, mais aussi à des risques juridiques. Et donc, on recommande de ne pas focaliser la communication sur cette prétendue neutralité carbone, mais communiquer de façon transparente, proportionnée, distincte sur les différents leviers de contribution à la neutralité carbone collective et en particulier et avant tout sur la réduction massive de leur empreinte carbone et le financement, bien évidemment, des projets de compensation certifiés. Voilà en quelques mots, et désolé pour l'impossibilité de projeter mes slides. Merci beaucoup Valérie. Donc, on fait la transition, vous avez déjà en partie fait la transition pour parler du cas de Total Energy qui a été assigné en justice par Greenpeace, oui, et pour justement ces pratiques commerciales trompeuses. Donc Clara, je vous laisse la parole pour nous parler de ce cas. Oui, bonjour à tous, je suis Clara Gonzalez, je suis juriste à Greenpeace France. J'espère que vous m'entendez bien. S'il y a besoin, je peux rapprocher le micro vers moi, parce qu'apparemment, ça ne marchait pas très bien tout à l'heure. Et je vais tenter à mon tour de partager un PowerPoint avec vous. Alors, je veux bien un retour. Ah bah super, ça marche. Et je vais mettre un mode diaporama à partir du début. Ok. Bon, j'espère que tout le monde voit bien. Je regarde si ça fonctionne. Ouais. Donc voilà, moi je suis juriste à Greenpeace France. Je travaille avec Edina Yustissen qui est avec nous en visio, qui est la chargée de campagne pétrole. Et donc voilà, l'une des entreprises évidemment sur lesquelles on va être amené à travailler en France s'appelle Total Energy, hein, c'est la major pétrolière française. Et il se trouve que en mars dernier, Greenpeace France, avec Notre Affaire à tous et les Amis de la Terre, ont assigné en justice le groupe Total Energy. Donc assigné, ça veut dire qu'on a déposé une assignation devant le juge civil, hein, on n'est pas en matière pénale. Et le fondement de cette assignation, c'est les pratiques commerciales trompeuses. Ce qu'on vise, je vais vous en parler un peu plus bas, c'est principalement la présentation de l'entreprise de son ambition de neutralité carbone d'ici 2050. Et alors, si le fondement, pareil, je vais y revenir, est le droit de la consommation, ça va évidemment intéresser les investisseurs. Pourquoi ? Parce que la présentation de l'ambition de neutralité carbone d'ici 2050 que fait l'entreprise aux consommateurs, c'est la même que celle qu'elle fait globalement aux investisseurs. Et en tout cas, elle repose sur ces mêmes prétendus objectifs, prétendues ambitions de mode de production. Qu'à partir du moment où il y a tromperie du consommateur, il y a tromperie de l'investisseur. Et par ailleurs, pour les investisseurs directs de Total Energy, si l'entreprise venait à être condamnée, ça reviendrait à soutenir une entreprise qui trompe ses consommateurs sur ses engagements climatiques et environnementaux. Voilà, pour faire le lien quand même avec votre rôle. Alors, je voulais commencer ma présentation par cette citation de Patrick Pouyanné à Davos. On est le 22 janvier 2020. Et Patrick Pouyanné, parmi d'autres phrases qu'il a prononcées ce jour-là, sur le caractère irréaliste de l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050, il a dit ça. Il a dit « Cette tendance à vouloir dire en 2050 que tout sera neutre, c'est sympathique, mais aucun d'entre nous ne sera là en 2050. »
Donc peut-être qu'il a fait preuve de bonne foi et d'un réalisme par rapport à ses projets, c'est son ambition pour son entreprise. En tout cas, là, c'est ce qu'on tente de démontrer dans l'assignation. Sauf que, un an plus tard, le 29 mai 2021, donc au lendemain de l'approbation du changement de nom du rebranding de Total vers Total Énergie par l'Assemblée générale, le groupe Total Énergie lance une campagne de communication, de publicité assez classique, mais de très très grande échelle. Alors, il faut savoir que c'est assez rare. Total ne fait pas de la pub, fait pas des grandes campagnes comme ça tous les ans. Donc, évidemment, il y a eu une attention des associations environnementales, vous vous en doutez. Et donc, au lendemain du rebranding, on a par exemple cette pleine page qui est diffusée en publicité par voie de presse. Donc, on voit clairement qu'il y a une ambition de vendre un groupe qui passe de la major pétrolière à une nouvelle major de l'énergie, du renouvelable qui va contribuer au développement durable et aux défis climatiques, ensemble avec la société. Voilà, donc vraiment de très très grande ampleur. Hein. Il y a l'aéroport d'Orly qui a été recouvert pendant plus d'1 an, de la pub sur la télé, sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, des sites internet ad hoc qui ont été créés spécialement pour l'occasion. Et donc, nous, dans notre assignation, on vise 3 allégations principales que je vous ai mises ici. Pour aujourd'hui, je vais me concentrer sur la première, donc sur celle de l'ambition de neutralité carbone. Alors, le fondement, je ne vais pas vous faire un cours de droit de la consommation, mais pour vous expliquer quand même sur quoi on se base juridiquement parlant, c'est les pratiques commerciales trompeuses qui sont réprimées par le Code de la consommation, qui sont une infraction en droit français. C'est un peu une spécificité qu'on a parce que ça vient d'une directive européenne qui devrait d'ailleurs bientôt être révisée et intégrer beaucoup plus clairement les questions climatiques et environnementales, même si elle les vise déjà par principe. Donc c'est une infraction en France, mais on peut se baser sur une infraction pour déposer une assignation sur la responsabilité civile. En gros, l'infraction, c'est la faute. Le préjudice, c'est celui qui est causé aux associations et aux consommateurs. Et le lien de causalité entre les deux, c'est celui qui est fait par l'infraction. C'est-à-dire que l'infraction étant une violation du droit pénal, ça suffit à établir le lien de causalité entre les deux. Et donc, je vous ai mis juste en dessous une citation qui vient des recommandations de la Commission européenne sur ce que doivent être les allégations environnementales et climatiques selon le droit de la consommation. Alors, sans aller beaucoup plus loin dans la question du droit de la consommation, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un droit qui a un niveau de protection et qui impose un standard qui est extrêmement élevé aux entreprises, c'est-à-dire aux diffuseurs de publicité. Je pense que c'est l'un des droits les plus protecteurs parce qu'on estime qu'il y a un déséquilibre. Voilà, c'est un peu à l'image du droit du travail, on estime qu'il y a un déséquilibre là entre l'annonceur et le consommateur, et donc il y a un standard et un niveau de protection très élevé qui est imposé à l'annonceur. On ne peut vraiment pas dire n'importe quoi. Et quand on se base sur des allégations, notamment scientifiques, on est obligé d'apporter tout un ensemble de choses, et notamment des preuves à l'appui de nos allégations, d'être spécifiques, exactes, claires, dénuées d'ambiguïté et véridiques. Que nous dit Total Énergie sur son ambition neutralité carbone d'ici 2050 ? Là, je vous mets le visuel, qui est le visuel de Total Énergie, qui a été diffusé sur les réseaux sociaux et qu'on vise, parce que c'est ça qui est présenté aux consommateurs par l'entreprise. Donc, l'entreprise fait référence à un concept scientifique, j'y reviendrai, le net zéro 2050, ou c'est la même chose, la neutralité carbone d'ici 2050. Elle nous explique que sur ces 46 millions de tonnes de CO2 ou équivalent CO2 qu'elle a produit en 2015 et qui correspondraient à ce qu'elle appelle ses émissions directes, elle va les faire baisser de 40% d'ici 2030, donc il y a un objectif intermédiaire. Et puis, a priori, zéro en 2050. Vous pourrez comprendre que c'est ça le net zéro. Sauf qu'en fait, d'abord, elle parle d'émissions directes. En fait, quand on regarde dans les chiffres pour l'entreprise Total Énergie, 46 millions de tonnes, ça correspond à ses émissions de scope 1 et de scope 2. Donc, une partie des émissions directes, le scope 1, c'est-à-dire celles qui sont vraiment émises sur le site de production,
mais aussi son scope 2. Le scope 2, ce sont des émissions indirectes, au sens où la science l'entend aujourd'hui et où le standard de référence pour les entreprises auquel Total Energy se réfère lui-même l'entend. Donc, d'abord, il y a une confusion qui est exercée. Pourquoi ? Alors, moi, je ne suis pas dans la tête des personnes qui ont conçu ce visuel. Ce que je peux envisager et estimer, c'est que ça leur permet d'éviter de mentionner, et ça, c'est l'omission la plus flagrante de ce visuel, leurs émissions de scope 3, c'est-à-dire les émissions qui sont émises par l'utilisation de leurs produits, et qui, évidemment, dans le secteur pétro-gazier, représentent de manière générale 80 à 90% des émissions de l'entreprise. Pour Total Energy, c'est un peu plus de 85%, soit 400 millions de tonnes équivalent CO2. Donc là, on a un engagement qui est très loin d'être un engagement sur l'ensemble de ces émissions. Et il y a une autre omission qui est faite, c'est Total ne mentionne pas qu'elle utilise des méthodes de compensation carbone pour estimer qu'elle va réduire ses émissions. Voilà. Je suis coincée. Ah, attendez. Non, c'est passé. Ah, ok, c'est juste ça, un petit peu sauté. Alors, hop, à partir de la dispositif. Bon, je vais passer un peu plus rapidement là-dessus pour éviter d'être trop longue, mais l'un des autres engagements qui accompagne l'ambition de neutralité carbone que Total Energy présente aux consommateurs, c'est son ambition de devenir, je cite, un acteur majeur de la transition énergétique. Et donc là, on a des visuels qui nous présentent voilà, comment il y a une baisse en pourcentage de vente des produits pétroliers, une augmentation de ce qu'on appelle le gaz, de ce que Total appelle le gaz naturel, qui est du gaz fossile en part de vente, et puis effectivement une part grandissante de l'électricité. Et puis à droite, vous avez un visuel voilà, qui vous montre tous les nouveaux investissements de l'entreprise. Évidemment, devenir un acteur de la transition énergétique, enfin, la transition énergétique, c'est un élément, c'est-à-dire c'est le pendant de la neutralité carbone d'ici 2050. Je vais y revenir. Donc, ça fait sens, hein, évidemment, cette présentation. Alors, assez rapidement, pour qu'on puisse assigner en pratique commerciale trompeuse une entreprise, il faut qu'on prouve que sa communication qu'elle fait aux consommateurs, c'est une pratique commerciale. Une pratique commerciale, c'est une pratique qui va avoir un objectif commercial, c'est-à-dire je veux vendre plus de produits et de services en tant qu'entreprise avec ma communication. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui les consommateurs, qui sont les consommateurs de Total Energy en France, puisqu'on est forcément dans du B2C avec de la pratique commerciale, c'est de la vente de carburant, de la fourniture de gaz et d'électricité, donc à peu près 5 millions de consommateurs particuliers en France. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des marchés particulièrement concurrentiels. Donc, le marché du carburant, il a été ouvert à la concurrence. Il s'est vraiment libéralisé. Enfin, il s'est libéralisé avec l'arrivée de nouveaux acteurs comme les grands distributeurs, Carrefour, il y a une vingtaine d'années. Donc, Total a perdu beaucoup de place. Et le marché qui s'est ouvert à la concurrence, c'est celui de la fourniture d'électricité il y a une vingtaine d'années. Et c'est devenu un marché très concurrentiel avec une diversion grandissante du nombre de consommateurs vers des fournisseurs dits alternatifs, donc verts. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps là-dessus. Si ça vous intéresse comment on prouve qu'une pratique est commerciale, l'assignation, elle est en ligne, mais concrètement, Total elle-même va s'en servir comme un argument de vente, puisqu'il y a une page 5 bonnes raisons de nous choisir où ils mettent en avant leurs arguments de vente. Il y a des comparateurs de fournisseurs d'électricité qui mettent en avant justement cette campagne de publicité. Et il faut comprendre que quand Total lance cette campagne, on est dans une situation des consommateurs français où l'attente des marques qu'elles s'engagent et qu'elles les guident du point de vue du climat et de la consommation vert est estimée à 90% des consommateurs, et que pour 77% des consommateurs, l'une des solutions, c'est de consommer vert. Donc, il y a une base qui est prête, évidemment, à consommer beaucoup plus vert, et d'où l'importance que les informations soient véridiques sur les modes de production et de consommation. Et je vous ai mis le visuel aussi où Total explique que de toute façon, ils envisagent très clairement d'augmenter
largement leur part de clients électricité et gaz d'ici 2025. Alors, qu'est-ce que c'est la neutralité carbone d'ici 2050 et pourquoi ce n'est pas un terme qui peut être dévoyé par les entreprises? Donc, je vous ai mis 3 éléments principaux. C'est que d'abord, le réchauffement climatique aujourd'hui est un fait établi. Le fait qu'il soit d'origine anthropique est un fait établi aussi. La majeure partie des émissions de gaz à effet de serre proviennent des industries extractives de l'énergie fossile. Donc, c'est 86% estimé aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre. Et Total Energy fait partie des 100 entreprises qui sont à l'origine de 71% des émissions entre 1988, si je ne me trompe pas, et 2015. Elle est à la 19e place, donc elle a beaucoup contribué au réchauffement climatique. Dans l'accord de Paris, les États se sont mis d'accord pour opérer des réductions drastiques qui vont permettre d'arriver à la neutralité carbone, c'est-à-dire un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques. Très concrètement, la neutralité carbone d'ici 2050, c'est un concept qui est établi par la science physique du climat. Je ne veux pas dépasser 1,5 degré à 2050. Par les calculs de modélisation du GIEC, le GIEC a établi ce qu'on appelle un budget carbone, c'est-à-dire combien je peux émettre encore d'ici 2050 pour rester en dessous du seuil du réchauffement de 1,5 degré. Ce budget carbone, c'est ça qui va nous permettre d'établir la trajectoire que devrait être celle du 1,5 degré, c'est-à-dire de la neutralité carbone d'ici 2050, avec une étape intermédiaire à 2030, donc qui permet, par rapport au niveau de 2010, qui doit être une réduction de 45%, pour arriver à, si vous voulez, un équilibre en 2050, où l'ensemble des émissions qui sont émises au-delà du budget qui a été calculé sont absorbées par des puits. Mais ça reste très résiduel. On est en dessous de 5% sur le budget total du carbone. Donc on est d'abord sur une réduction drastique, d'où l'étape intermédiaire de 45% en 2030. Voilà, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour rester sur la trajectoire du 1,5 degré, le pendant scientifique, c'est la neutralité carbone d'ici 2050. Donc quand je parle de neutralité carbone d'ici 2050, je fais référence à ce concept-là. Ce n'est pas la neutralité carbone en règle générale. Je m'inscris dans la trajectoire de l'accord de Paris et du 1,5 degré, et c'est ce que fait Total Energy. Qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise? Bon, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé analyser les standards de référence. Dans le droit de la consommation, on doit se référer à la diligence professionnelle. C'est pareil dans le milieu de l'investissement. Et il y a effectivement de nombreux standards qui imposent aujourd'hui, si vous voulez, un corpus de normes qui se dégage pour qu'est-ce que ça veut dire si je veux être une entreprise et être neutre en carbone d'ici 2050, c'est quoi ma trajectoire, c'est quoi mes plans, sur quoi je dois m'engager. Et donc, je vous ai mis voilà, les standards de référence. Il y a le Science Based Target Initiative, il y a Human Race to Net Zero. Il y en a plein. Et puis, le pendant toujours de la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire la transition énergétique d'ici 2050, qu'est-ce qu'on va devoir faire concrètement et comment on va devoir produire notre énergie et la consommer pour atteindre cette neutralité carbone. Là, j'ai des standards de référence. Un des Nations Unies, le Production Gap Report, et évidemment, le standard de référence, c'est le scénario NZE, donc le scénario neutralité carbone de l'IEA, qui est pourquoi ça ne me revient pas, merci, c'est parce que c'est à l'envers, l'Agence internationale de l'énergie. Voilà. Et on en a déduit 3 prérequis minimums qui ressortent de l'ensemble de ces standards. D'abord, en tant qu'entreprise, mon plan climat pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 doit couvrir tous mes scopes. D'autant plus, c'est les standards de référence qui le disent, si je suis une pétrogazière. Je dois nécessairement avoir une étape intermédiaire de réduction à 45% de mes émissions, en règle générale, par rapport à 2010 d'ici 2030, et c'est un minimum. Il y en a qui poussent à 50 ou 55%. Et je dois avoir une réduction annuelle de 3% de ma production de pétrole et de 4% de ma production de gaz minimum
ainsi qu'aucun nouveau projet d'expansion autre que ceux qui sont déjà validés. Voilà, j'espère que c'est clair, parce que c'est ça qui est essentiel pour comprendre évidemment l'enjeu de ce dossier et de pourquoi la présentation faite par l'entreprise est trompeuse. Alors, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps aussi, il faut que j'accélère. Oui. J'accélère. Je vais finir. Voilà, donc pourquoi on dit que la présentation de Total Energy aujourd'hui est trompeuse? Je vous mets la comparaison. Donc, en haut à gauche, vous avez les nuages présentés par Total Energy. À droite, c'est un visuel, je vous l'accorde, qui est un peu moins joli, qu'on s'est amusé à faire, mais où, concrètement, on montre ce que ça représente, les 46 millions de tonnes sur lesquels ils prennent un engagement par rapport à la réalité de leurs émissions. Et puis, juste en dessous, je vous mets un visuel qui est issu d'un PowerPoint pour les investisseurs, et où concrètement, ce visuel montre que sur leur engagement d'ici 2030, leur engagement intermédiaire, la réduction qui est attendue sur leurs émissions de Scope 3, selon Total Energy, c'est de rester en dessous du niveau de 2015. Sauf que comme on est en 2022 et qu'en 2021, l'entreprise a déjà émis moins qu'en 2015, notamment avec l'impact du Covid, ça veut dire qu'entre 2022 et 2030, la flèche, elle peut remonter. Je ne sais pas si c'est très clair. Et voilà, en tout cas, la flèche là, en l'occurrence, elle illustre l'absurdité de l'engagement de l'entreprise, puisqu'il n'y a pas de réduction. C'est juste rester en dessous du niveau de 2015, qui est une année où l'entreprise a beaucoup émise pour son Scope 3. Plus de 400 millions de tonnes d'équivalent CO2. Là, une autre forme de tromperie ou d'omission, c'est de présenter aux consommateurs donc, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire l'évolution en part de vente. Et quand on compare l'évolution en part de vente par rapport à l'évolution en part de production, on voit bien que, par exemple, la production de pétrole augmente. Quand l'entreprise choisit de présenter en part de vente aux consommateurs avec une flèche qui, pour la part rouge en pétrole, va de bas en haut, alors qu'en fait, quand on regarde la réalité de sa production, la part de production de pétrole augmente. Accompagner ce visuel de part de vente de la prétention de devenir un acteur majeur de la transition énergétique, alors que la transition énergétique veut dire baisser nécessairement sa part de production de pétrole et de gaz et augmenter sa part de renouvelables, ça peut être considéré comme trompeur. En tout cas, nous, c'est ce qu'on avance. Pourquoi c'est important ce dossier? Pourquoi c'est important que les entreprises soient honnêtes avec les consommateurs? Je vous ai mis quelques raisons ici. Je pense que celle sur laquelle je vais conclure, c'est ce qu'a dit le GIEC dans son dernier rapport en avril 2022, c'est qu'en fait, les entreprises, elles exercent une forme de soft power, de manipulation, de la définition de la norme qui est attendue et des engagements qui doivent être vraiment pris dans les 8 années qui viennent. C'est-à-dire, en fait, il ne reste pas 30 ans, il reste 8 ans pour atteindre la neutralité carbone, puisqu'il faut qu'on atteigne une étape intermédiaire à 2030 avec 50% de réduction. Et on n'a plus le temps en 2022 que les entreprises viennent distordre la compréhension que les consommateurs et donc les citoyens, ceux qui vont voter, ceux qui vont faire leur choix de mode de consommation, et qui vont impacter évidemment la transition énergétique et la production de gaz à effet de serre. On n'a plus le temps que ces entreprises distordent cette compréhension-là. Il est temps d'agir et on ne dit pas que c'est facile de se transformer du jour au lendemain. En revanche, il y a une obligation qui s'impose à l'entreprise, qui est celle de ne pas mentir et de ne pas faire semblant auprès des consommateurs. Voilà. J'ai fini ma présentation. Désolée si j'ai dépassé de 5 minutes. Merci beaucoup, Clara. Edina, est-ce que vous pouvez nous parler vraiment en 5 minutes, si possible? Ouais, je pense que je vais prendre moins de 5 minutes parce qu'il reste 10 minutes de questions-réponses et c'est quand même assez dommage. Moi, je voulais juste vous parler un petit peu du contexte dans lequel s'inscrivait cette assignation en justice. Greenpeace s'attaque depuis bien longtemps à l'industrie pétrolière et gazière. On a un petit peu fait évoluer notre stratégie. Donc, jusqu'à maintenant, on s'est beaucoup intéressé à ce qu'on appelle le core business,
ou à travers la dénonciation de projets en particulier parce qu'ils étaient climaticides, parce qu'ils pouvaient impacter une biodiversité méconnue ou trop importante. Aussi des approches peut-être régionales en protégeant des régions iconiques comme l'Arctique. On a beaucoup travaillé sur le décryptage de la stratégie climat, sur la stratégie d'investissement de Total notamment, et ça, on continue de le faire, sauf que voilà, depuis, on va dire, 2 ans, on a ouvert un nouveau pan de nos stratégies qui est vraiment, on s'intéresse au soft power, on s'intéresse à l'acceptabilité sociale que cherche à avoir Total. L'entreprise sait que le climat est devenu une préoccupation majeure de la société, que ce soit au niveau international, mais surtout en France. Total est acculée et doit montrer qu'elle a une ambition climat, qu'elle doit s'engager davantage dans la réduction de ses émissions, mais Total ne souhaite pas changer de modèle. Total dépend de ce modèle basé sur les fossiles. Donc, ce que va faire Total, c'est travailler davantage sur sa stratégie d'influence, sa stratégie de soft power. Total va changer de nom, va passer de Total à Total Énergie en faisant croire que ce n'est plus qu'une major pétrolière et gazière, mais un simple énergéticien. Et donc va, à travers différents leviers, mettre en place cette stratégie, on va dire, de greenwashing et qui va faire croire que Total évolue et avance, alors qu'en réalité, il n'en est rien quand on regarde les chiffres de production, les chiffres d'investissement jusqu'à 2030, quand on regarde ce que présente Clara. Donc, on va faire ça à travers différents leviers, aussi bien la publicité institutionnelle, comme le présente Clara aujourd'hui. On va faire ça à travers l'analyse de leur partenariat et de leur mécénat ou de leur sponsoring. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi ils le font? Quels sont leurs objectifs? On va le faire à travers les partenariats qu'ils cherchent à avoir avec des grandes écoles. Quels sont les objectifs qu'il y a derrière? On va le voir à travers les investissements de Total dans la recherche, par exemple, pour comprendre exactement ce qu'ils vont financer en termes de recherche. Pourquoi? Parce que Total peut également, on va dire, orienter les sujets de recherche. Pourquoi? Pour orienter une vision de la transition basée sur des solutions technologiques plutôt que basée sur la réduction effective des émissions, qui ne peut se faire qu'en cessant dès maintenant le développement de projets pétroliers et gaziers. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a un contexte beaucoup plus global dans lequel s'inscrit cette assignation en justice, qui est donc sur l'acceptabilité sociale, en plus du travail qu'on continue à faire sur le core business de Total. C'est une approche globale sur le groupe, parce que le groupe a un pouvoir quand même assez important au sein de la société française, a beaucoup de relais d'opinion, que ce soit auprès des décideurs, auprès d'institutions publiques prestigieuses, et qu'il est important pour nous d'informer le consommateur, d'informer les investisseurs et d'informer le public de manière générale. Je pourrais vous donner différentes informations à travers des liens. On a fait des productions de séries documentaires sur le sujet, on a sorti des rapports. Voilà, je peux m'arrêter là pour l'instant parce que je ne veux vraiment pas prendre trop de temps. Il reste 7 minutes pour les questions-réponses. Mais voilà, je serais ravie d'échanger par ailleurs. Merci beaucoup. On a commencé aussi un petit peu en retard, donc c'est une faute collective, mais est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, j'aurais une question pour vous, plutôt pour Valérie, mais peut-être que les deux vous pouvez répondre. Et je me demandais si, selon vous, suite à la loi climat et résilience et à ses décrets d'application, est-ce que après on va avoir une baisse de l'utilisation, enfin, du recours à cette notion de neutralité carbone, où les entreprises vont plutôt continuer à l'utiliser dans le cadre de... Je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes, mais je laisserai peut-être Clara et Dina compléter. Je pense qu'aujourd'hui, on a la loi climat et résilience, elle met quand même des exigences qui sont assez importantes, et on voit bien qu'il y a un certain nombre de groupes qui vont se poser la question, complétée par l'avis d'experts de l'ADEME, qui pose aussi un point et qui oblige là aussi les entreprises à se poser la question pour savoir si le jeu en vaut vraiment la chandelle. Et donc, si le bon mot marketing vaut vraiment le risque de name and shame et de judiciarisation qui pourrait leur tomber dessus. Je pense que ça, c'est un point quand même qui est extrêmement important et il ne faut pas le négliger. Pour avoir échangé avec des grands groupes,
qui ont recours à cette utilisation. En tout état de cause, ces deux aspects-là accumulés les font réfléchir. Après, jusqu'où ça ira, je ne sais pas. Deuxième point, les décrets d'application qui disent bien de l'article 12, hein, qui vont faire en sorte que ce sera plus aussi facile que ça de passer au travers des gouttes, notamment sur les emballages. Or, jusqu'à présent, je vous rappelle qu'en matière de publicité, par rapport à l'ARPP ou autre, etc., on était sur des canaux de communication qui étaient des canaux de communication du style télévision, print, digitaux, mais pas les emballages. C'est quand même quelque chose sur lequel c'est important de l'avoir en tête parce que ça pourrait quand même changer un certain nombre de choses. Et le consommateur, il se trouve confronté aux emballages à peu près à chaque fois qu'il va faire ses courses, ou alors c'est qu'il passe le plus inquiétant. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui pourraient bouger. Pour moi, le vrai trou dans la raquette, hein, et on l'a dit, hein, c'est la question de la pratique pour des organisations au niveau institutionnel. Ça, c'est le gros trou. Mais peut-être que Clara ou Edina, vous voulez compléter. Marie, on a plusieurs questions aussi qui sont arrivées. Alors du coup, on a une question pour les slides. En effet, désolé pour ce problème technique, on vous les enverra après la réunion. On a une question de Raphaël Tran. On parle de 3 prérequis minimum, mais quels seraient des prérequis supplémentaires permettant d'aller plus loin? Je peux répondre? Pour la neutralité carbone des entreprises. En fait, moi, je peux envoyer tout à fait mes slides au FIR qui peut vous les transférer. Justement, ces prérequis, nous, en fait, on a établi, vous voyez, cette base minimum pour montrer qu'en fait, selon nous, cette base minimum n'est même pas rencontrée par l'entreprise Total Énergie, n'est pas remplie par ses plans climatiques, mais les référentiels que j'ai indiqués en haut vont tous beaucoup plus en détail sur ce qu'une entreprise devrait faire. Et si vous voulez avoir l'analyse que nous, on en a fait sur les prérequis minimaux, c'est dans l'assignation qui est en ligne et dont le lien peut vous être envoyé par le FIR. Et sinon, il faut se référer directement au référentiel que j'ai mis, comme par exemple le Science Based Target, qui est quand même plutôt pas mal fait. Merci. Edina, je vois que tu as répondu à la réponse de Nicolas, mais tu m'as envoyé en direct, donc je lui transmettrai ta réponse. Enfin, je peux dire à l'oral rapidement. Oui, Nicolas, en fait, Greenpeace a une campagne globale sur les énergies fossiles et sur l'industrie fossile. Chaque Greenpeace au niveau national va s'intéresser aux agissements de sa major. Donc, par exemple, Greenpeace au Royaume-Uni s'intéresse à BP, Greenpeace aux Pays-Bas s'intéresse à Shell, Greenpeace en Italie s'intéresse à Eni, Greenpeace en France s'intéresse à Total. Et ensemble, nous avons une stratégie globale, mais chaque bureau au niveau national s'intéresse à sa propre major. Donc, nous, évidemment, c'est Total, mais nos collègues ont les mêmes analyses par rapport à leur propre major. Voilà. Merci. On a une question de Loïc Dessin, donc de Proxinvest. Total Énergie publie pour la première fois les émissions directes de ses actifs non exploités, dans le rapport Progrès Climat. Elles sont égales à celles des actifs exploités. Total Énergie est souvent actionnaire minoritaire de sites qu'elle n'exploite pas, par exemple Gaz Russe, participation de 19% dans Novatec. L'ambition de neutralité carbone ne doit pas également inclure ou couvrir ces émissions. Si. Très bonne question. Alors, par ailleurs, sur Novatec, le Total Energy a des actions dans l'entreprise elle-même, mais Total Energy est aussi actionnaire à hauteur, je crois que sur un site de gaz, c'est 10% et un autre, c'est 20%. Donc, en cumulé, le site qui est déjà en exploitation de gaz Total en a plus de 20%. Et c'est évidemment du gaz que l'entreprise transporte avec ses méthaniers et vend. Donc, ce n'est pas uniquement un actionnaire minoritaire qui n'exploite pas le site. Et évidemment, en fait, aujourd'hui, il y a plein de travaux qui sont faits sur la responsabilité des actionnaires et des investisseurs. Et les actionnaires et les investisseurs, ils vont devoir prendre en compte eux-mêmes l'impact climatique de leurs activités. Il n'y a aucune raison pour qu'une entreprise pétrogazière
qui a des actions et qui en plus récupère du produit directement dans des champs d'exploitation pétrogaziers, n'inclut pas ces champs pétrogaziers dans ces plans climat. Oui, on est d'accord là-dessus. Merci. Une question de Victor Surel. Il a été mentionné en début de présentation l'existence de certifications de projets de compensation qui seraient gages de leur sérieux. Quelles sont-elles? Pourriez-vous nous en dire plus? On va sortir un guide de la compensation. C'est imminent dans quelques jours et donc je vous inviterai à vous y référer parce que c'est clair que là-dessus, pour nous, justement, on est en train de finaliser pour être certain qu'on ne va pas dire je ne veux pas dire de bêtises, donc je préfère vous adresser ce guide-là qui, justement, qui montre aussi que dans les projets de compensation, on a des vrais projets de transition d'agroécologie. Le fait d'investir dans des projets d'achat de plantations d'arbres industriels dont les essences ne vont pas correspondre en plus au territoire considéré, où on ne se préoccupe absolument pas de savoir si les populations vont avoir un meilleur bien-être, si tous ces éléments-là vont faire l'objet d'un potentiel de croissance également du territoire. Pour nous, ça, ce sont des projets de rentabilité maximale de court terme, purement et simplement opportunistes. Tous les autres, je vais vous envoyer la méthodologie qui explique de façon simple et assez grand public la façon dont on peut se référer à des certificats, à des projets certifiés et la façon dont on peut essayer de lire les projets que l'on vous propose. Parce que parfois, les descriptions sont extrêmement intéressantes. Les choses qui sont proposées par le GIRES, par exemple, sont particulièrement passionnantes et sont empreintes justement de cette volonté d'investir dans des projets qui sont respectueux et de l'environnement et des aspects sociaux. Merci. On a encore quelques questions. Alors, il y a une question de la part d'Olivier Guichardon qui s'adresse aux investisseurs présents. Donc, si vous souhaitez répondre, peut-être vous pouvez lever la main et je vous ouvrirai le micro. Faites-vous des évaluations des engagements des entreprises qui ne sont pas uniquement basés sur les éléments fournis par les entreprises? Et donc là, je vous laisse répondre, c'est les investisseurs présents si vous le souhaitez. Et on a une question, y a-t-il des mesures qui ont été prises ou qui vont être prises envers les entreprises sur l'utilisation abusive ou trompeuse de la mention neutralité carbone? Qu'en est-il en particulier concernant les institutions financières? Est-ce au niveau français ou européen, voire mondial? C'est compliqué, facile, mais c'est la loi maintenant. Déjà, je précise que Olivier est de Greenpeace, donc la réponse à sa question m'intéresse. Des mesures, en tout cas, là, effectivement, il y a le décret sur la neutralité carbone dont vous parlez, Valérie. Nous, on est plutôt totalement opposés à ce qu'on mette en place des modalités légales pour que les entreprises puissent se référer à des termes aussi vagues. Et la note de l'ADEME là-dessus est très bien faite sur à quel point la neutralité carbone en elle-même est une notion bien trop vague et scientifiquement nécessairement trompeuse en fait, quand elle est utilisée par une entreprise sur un produit ou un service. Mais au-delà de ça, il y a au niveau européen ce dont je vous parlais, c'est-à-dire la proposition de révision de la directive sur les pratiques commerciales déloyales qui a été déposée par la Commission européenne. Et voilà, si ça vous intéresse de comprendre du point de vue de la communication, quel est le standard qui est attendu des entreprises, des institutions financières, de tout potentiel diffuseur de publicité. Je vous invite à aller lire la publication de la Commission sur sa proposition. Et ensuite, il y a un autre cran qui est intéressant, qui est celui de la communication qui va être faite, mais qui ne s'adresse pas directement à des consommateurs. Parce que vous parlez des institutions financières, la communication aux investisseurs, etc. Et jusqu'à présent, on n'a pas d'outils particulièrement fonctionnels pour sanctionner ces comportements-là. Mais ce qu'il faut, c'est renforcer le niveau d'obligation dans la réalisation des engagements avant même, je veux dire, d'aller sanctionner la tromperie.
Après, il faut quand même voir que cette nouvelle directive, elle sera publiée, si je ne m'abuse, en avril 2023. Ouais. Les discussions viennent de commencer. La question des références à des labels, quels labels, je pense que ça va être particulièrement intéressant. Parce que chacun va y aller de sa proposition et contre-proposition. Donc, voilà, on compte beaucoup sur ça. Ils font référence aussi à un certain nombre d'indices permettant l'information du consommateur, hein, l'indice de réparabilité comme on a en France, le futur indice de durabilité et autres, etc. La question de la référence à certains labels, au PEF, enfin voilà, il y a tout un tas de questions qui sont posées. En tout cas, c'est vrai que le rapporteur, c'est Thierry Lippard, si je ne sais plus, peu importe. Et je trouve qu'en tout cas, il y a des choses qui bougent au niveau européen, mais néanmoins, aujourd'hui, on a ce fameux article 12 avec ces 2 décrets d'application. Et donc, à ce titre-là, il va y avoir le suivi. Et je pense que le suivi ne se fera pas uniquement par l'État, mais aussi par l'ensemble des groupements qui luttent contre le greenwashing, et en particulier les groupements citoyens, y compris les ONG, et nous, de façon à pouvoir, parce qu'il y a une vraie défiance contre les entreprises. Il y a un article, il y a une étude qu'on a sortie avec Greenflex, si je peux dire, qui montre que les entreprises ont confiance, que les consommateurs ne font confiance qu'à hauteur de 31% dans les entreprises. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a un mouvement de défiance qui est renforcé sans arrêt par ces questions de greenwashing et que l'on voit fleurir partout et qui commence à monter dans la société civile, mais également dans les médias. Je veux dire, c'est très intéressant de voir comment l'assignation que Greenpeace a fait de Total Énergie a fait l'objet de plusieurs prises de parole médiatiques. Je ne suis pas certaine qu'il y a 3-4 ans, on aurait eu ce même niveau d'information régulière. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est particulièrement intéressant de voir qu'il y a une certaine évolution. Elle est loin d'être parfaite, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais néanmoins, on voit qu'il y a des choses qui bougent de ce côté-là. Et donc, c'est pour ça que c'est important de lier ces questions de neutralité carbone avec ces questions de greenwashing, parce que justement, je pense que c'est à partir de là aussi qu'il va y avoir un renforcement de la vigilance. Après, quelles seront les sanctions? Les sanctions sont réelles. Jusqu'où cela ira-t-il? Ça, ce n'est pas moi qui peux le dire, le législateur le fera. Nous, c'est vrai qu'en tant qu'ADEME, notre avis dit aller plus loin et bannissez ce terme de façon stricte. Je dis bien bannissez ce terme du style « mon produit, mon service, mon organisation est neutre en carbone ». Je contribue à la neutralité carbone, n'est en rien répréhensible. Et puis, il y a la question aussi de toutes ces entreprises ou de toutes ces organisations qui œuvrent à un niveau international et là, pour lequel on voit bien que c'est souvent plus complexe parce qu'on a une partie des pays qui ne comprennent pas nécessairement que tous ces débats, parce qu'on est quand même assez avancé, je trouve, en France. Je passe sous votre contrôle, Clara, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, au niveau de la question de la lutte contre le greenwashing, notamment, on a une activité, en tout cas, qui me paraît être plus importante. Oui, il y a une surveillance qui est plus importante, que je trouve assez intéressante. Et donc, cette vigilance-là, il faut l'avoir. Si en plus, c'est renforcé par justement des condamnations, et ça va être le cas, ça va arriver pour pratiques trompeuses. Je pense qu'il est toujours mieux d'anticiper plutôt que de réagir. Merci. Il nous reste une dernière question de Loïc, mais du coup, on vous la transmettra pour l'ADEME. Et du coup, Marie, on te laisse conclure. Attends, juste un petit point. J'ai retrouvé, voilà, je cherchais, Info Compensation Carbone, le site que nous avons ouvert. Voilà, je ne retrouvais plus le nom tout à l'heure, où vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de conseils pour tout ce qui est, pour tous ceux qui souhaitent investir dans la compensation carbone. Si vous le souhaitez, je pourrais vous donner également le site. Voilà, j'avais oublié le nom de notre site. Merci beaucoup à toutes les trois et merci à tous pour votre participation active. On voit que c'est un sujet bouillant avec une actualité très dense. On vous fera passer donc les présentations, désolée encore pour les petits problèmes techniques,
mais on transmettra tout ça par la suite. Merci à tous et une très bonne journée.